Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous finalement pour cette soirée dédiée à vos enfants et à leurs réseaux sociaux. Avant de vous présenter le programme et nos invités, je voudrais d'abord remercier AXA Prévention de nous accueillir dans leurs locaux et de nous permettre de vous proposer cette conférence de lancement du Safer Internet Day. Je remercie bien sûr aussi tous nos partenaires qui ont fait connaître cette conférence et particulièrement le ministère de l'Éducation nationale et la cellule non au harcèlement. Alors comme je vous le disais, cette conférence lance le Safer Internet Day. Le Safer Internet Day est la journée mondiale pour un Internet plus sûr et l'occasion chaque année de sensibiliser particulièrement les enfants à un comportement respectueux et responsable sur Internet. Alors en France, le Safer Internet Day est organisé par Internet sans crainte, programme national de protection des mineurs sur Internet, qui est opéré par Tralala en partenariat avec, dans le cadre du Safer Internet France, en partenariat avec NetÉcoute et Point de Contact qui est avec nous ce soir. Alors à cette occasion, Internet sans crainte crée des ressources pour les enseignants, les associations, les collectivités, qui pendant tout le mois de février vont animer des ateliers dans toute la France pour sensibiliser les jeunes. Et nous proposons aussi des actions à destination des familles, et c'est ce que nous faisons ce soir avec cette conférence. Alors chaque année, avec nos partenaires du Safer Internet France, nous choisissons un thème pour le Safer Internet Day. Cette année, nous avons décidé de nous pencher sur cette année particulière avec la Covid-19 et de voir l'impact que ça a pu avoir sur les jeunes et sur leurs usages numériques en particulier. Effectivement, depuis un an, nous vivons une situation inédite qui nous a amené à être davantage chez nous, et nous a recentré autour des écrans pour la plupart de nos activités. Alors il y a eu des effets bénéfiques. Les écrans nous ont permis de maintenir une certaine socialisation, de garder le contact avec nos proches, de découvrir aussi de nouvelles activités. Mais malheureusement, il y a eu des effets aussi plus négatifs avec une hausse de violences en ligne qui ont été signalées notamment, un accès accru aux fake news. Donc l'accompagnement à la vie numérique des jeunes est essentiel. Il est essentiel aussi de casser une idée reçue. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec le numérique, avec les écrans, qu'ils ont acquis toutes les compétences de manière innée pour les utiliser comme il faut. C'est pour ça que l'on est là ce soir et que l'on vous propose cette conférence. On a choisi le thème des réseaux sociaux parce qu'en fait, ils centralisent la majorité de leurs activités. C'est là que se passe leur vie sociale, culturelle, loisirs. Et finalement, notre objectif ce soir est essayer de vous apporter des réponses concrètes et surtout de vous faire connaître des solutions, des outils, des services qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Pour cela, nous avons réuni des experts autour de cette table et je les remercie beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous espérons que vous allez passer une bonne soirée, et surtout une soirée instructive. Alors vous êtes à distance, on ne vous voit pas, on va vous faire passer beaucoup d'informations, on sait que vous êtes nombreux, n'hésitez pas tout au long de la soirée à poser vos questions, vous avez un espace de chat sous l'espace vidéo et à la fin de la conférence, nous traiterons une partie de vos questions et s'il y en a beaucoup, de toute façon, nous allons les garder, les traiter et nous vous proposerons sur notre site un espace pour y répondre dans les semaines à venir. Je vais donc vous présenter nos invités. J'ai à côté de moi Catherine Chazal, qui est secrétaire générale d'AXA Prévention et qui vous parlera plus spécifiquement de l'enjeu de sensibiliser les jeunes dès l'école primaire. Nous avons également, on m'a demandé d'aller dans un certain ordre, donc Denis Mottier, qui est lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale et qui parlera du droit. Parce que sur les réseaux sociaux et sur Internet, la loi existe aussi et vos enfants sont concernés. Nous aurons également Samuel Comblaise, qui est psychologue et directeur des opérations de NetÉcoute et qui vous parlera plus spécifiquement du cyberharcèlement, des différentes formes qu'il peut prendre et surtout de comment agir finalement si vos enfants y sont confrontés. Et nous aurons avec nous Nicoletta Lidaki Simantiri, qui est juriste à Point de Contact et qui nous parlera des contenus illicites qui peuvent concerner vos enfants et comment vous pouvez les signaler. Quant à moi, je suis Axel Dessin, je suis directrice d'Internet sans crainte et de l'éducation au numérique chez Tralala et je vous parlerai plus spécifiquement des réseaux sociaux de vos enfants. Quels sont-ils ?
et surtout comment vous pouvez les accompagner pour pouvoir prévenir justement les situations à risque. Nous avons également 2 personnes à distance avec nous ce soir. Les chercheuses Catherine Desinge et Aurélie Desfriches, qui sont maîtresses de conférences aux universités Lyon 3 et Paris 8. Elles ont réalisé cette année une grande étude qui s'intitule Covid écran en famille. Elles vont vous expliquer l'impact que cette année a eu sur les usages numériques des jeunes et notamment les enjeux aussi de sensibilisation autour des réseaux sociaux. C'est elles qui vont débuter cette conférence. Catherine, Aurélie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Axel et pour cette présentation et votre invitation à cette conférence. Avec ma collègue Aurélie Desfriches-Doria, effectivement, nous avons conduit une enquête en 2020 qui porte sur les pratiques d'écran des enfants de 6 à 12 ans au cours du premier confinement. Cette enquête, elle porte sur une population de 1731 parents et 2604 enfants et elle est assortie d'une vingtaine d'entretiens téléphoniques. La majorité des personnes qui nous ont répondu sont des mamans et proviennent plutôt de milieux moyennement favorisés. Alors, pendant le temps scolaire du confinement, la consommation d'écran s'est multipliée avec un niveau moyen d'exposition quotidien de 7h16. C'est donc un taux d'exposition élevé qui se répartit en différents usages. Les principaux sont les usages récréatifs, et c'est sur la slide suivante, à hauteur de 2h52, c'est-à-dire que les enfants ont passé presque 3 heures par jour, soit à regarder du contenu audiovisuel, soit à jouer aux jeux vidéo. 2 heures par jour ont par ailleurs été consacrées aux usages éducatifs liés à la continuité pédagogique, avec bien sûr des différences selon l'âge et le niveau scolaire des enfants. Ce sont des usages particulièrement mal vécus par les parents qui ont estimé que les écrans étaient trop présents pour cet accompagnement scolaire. Il y a eu enfin des usages de consultation de contenu en ligne pour lire et s'informer et naviguer sur Internet à hauteur de 1h30 et des usages de socialisation à hauteur de 1h11. Ce sont ces usages de socialisation que vous allez voir sur la slide suivante qui nous intéressent. Ils ont en effet permis aux enfants d'être en interaction en ligne avec leur famille et leurs amis. Et de tous les usages que j'ai pu citer, les usages de socialisation ont été les plus appréciés des parents, car effectivement, ils ont permis de maintenir le lien social avec la famille et les amis et de faire passer de l'affectif, du soutien et des paroles bienveillantes dans un contexte où on ne pouvait absolument plus organiser quoi que ce soit en commun. Ils ont également été vecteurs de solidarité entre interfamiliale ou intergénérationnelle. Une grand-mère pouvait par exemple faire les devoirs à sa petite fille sur Skype ou la promener virtuellement dans le jardin avec sa tablette. Durant ces échanges, certains dispositifs de communication ont été utilisés de manière préférentielle. Les réseaux sociaux n'ont finalement pas tellement été utilisés par notre population, même par les 9-12 ans qui n'ont eu recours au réseau que de manière occasionnelle. En revanche, les appels téléphoniques classiques et les applications mobiles de type WhatsApp ont largement dominé les échanges, puisqu'environ 70% des 6-12 ans y ont eu recours de manière assez fréquente. Donc cette appropriation juvénile a été en fait insufflée par les parents qui ont confié leur propre téléphone à leurs enfants et par la même occasion leur ont fait découvrir les applications personnelles et professionnelles qu'ils avaient eux-mêmes l'habitude d'utiliser. Cette appropriation rapide sur la slide suivante et non préparée des dispositifs de communication en ligne par les jeunes a quand même suscité des usages problématiques car certains jeunes ont pour la première fois été confrontés à la gestion de groupes de discussion en ligne. Donc on a certains témoignages de parents qui révèlent par exemple le fait que des enfants qui voulaient au départ juste s'amuser et découvrir les nouvelles fonctionnalités d'une application comme WhatsApp ont pu dériver vers des contenus vulgaires et des insultes qui ont été source de problèmes et de conflits et qui ont nécessairement nécessité l'intervention d'un adulte. On a d'autres parents qui nous ont confié que le phénomène de harcèlement dont était victime leur enfant à l'école s'était déplacé sur WhatsApp, générant des troubles et du mal-être chez l'enfant victime et obligeant ses parents, pour le protéger, à le retirer du groupe de discussion en question et donc à l'isoler socialement, ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. Autrement dit, certains aspects de notre étude montrent qu'il est très problématique, voire dangereux, de laisser les enfants interagir sans
sur les écrans sans qu'ils aient été au préalable accompagnés dans leurs usages, c'est-à-dire sans qu'ils aient été sensibilisés, voire éduqués en amont au code de communication en vigueur. Alors, avec ma collègue Aurélie Desfriches-Doria, on milite vraiment pour une éducation aux médias à la source, donc à partir de l'école primaire, car c'est dès le plus jeune âge que se révèle l'enjeu d'une éducation aux écrans et aux interactions en ligne. Ces interactions vont se multiplier et se complexifier avec l'entrée des enfants dans l'adolescence et la recherche plus importante de sociabilité en ligne. Il est donc important que les jeunes soient armés le plus tôt possible et je laisse ma collègue Aurélie Desfriches-Doria vous présenter les enjeux de cette sensibilisation aux écrans connectés. Merci Catherine. Donc en effet, aujourd'hui, les écrans sont surtout des écrans connectés qui ouvrent à une grande diversité de contenus, qui donnent un accès facilité à des apprentissages de nature diverse, mais aussi à des rencontres. Ce que nous voulons mettre en avant, c'est que ces écrans relèvent d'une économie de l'attention qui fonctionne et fait du profit grâce à nos données personnelles. La captation de nos attentions, un peu comme du temps de cerveau disponible, entre guillemets, s'organise grâce à des stratégies portées par des algorithmes dont on évalue l'efficacité et la qualité de ces algorithmes du côté des plateformes, les GAFAM, en fonction de leur capacité à nous maintenir connectés ou à faire en sorte que nous nous connections souvent ou avec par exemple des systèmes de notification et des types d'algorithmes particuliers. Donc ce sont des logiques d'audience appliquées comme dans les médias traditionnels avec médiamétrie, mais équipées de tout l'arsenal de calcul de nos identités numériques liées aux traces que nous laissons derrière nous à chaque interaction avec un écran connecté, traces qui sont reliées entre elles grâce aux connexions entre applications, grâce aux cookies et autres systèmes de traçage des parcours en ligne, comme Google Analytics par exemple. Cette économie, qui est aussi un écosystème, évolue en permanence du point de vue des outils, des algorithmes, des politiques des plateformes, des contenus et des usages. Ce qui rend le fait d'avoir une connaissance à jour de cet écosystème encore plus compliqué. On pourra consulter le blog affordance.info d'Olivier Scheidt, chercheur en sciences de l'information, pour s'instruire sur ces sujets. Une fois ce cadre posé, on comprend qu'il faudrait demander aux enfants et aux adolescents d'avoir conscience que potentiellement rien ne sera effacé ou très difficilement au prix de démarches qui peuvent être lourdes, voire incertaines. Donc que potentiellement rien ne sera effacé et au pire, si quelque chose doit disparaître, la meilleure stratégie pourra consister à noyer le contenu sous d'autres contenus. Il faudrait donc imaginer qu'ils sont en mesure, les enfants et les adolescents, de gérer leur identité numérique sur un long terme alors qu'ils ont encore beaucoup de choses à découvrir et à expérimenter pour devenir adultes. Il faudrait également qu'ils comprennent ce qu'est une donnée personnelle et comment elles sont protégées ou pas par des lois comme le RGPD. Ce programme ambitieux ne peut se réaliser sans l'appui, sans le relais, sans les explications au quotidien des parents. Et cet apprentissage empirique et permanent devrait aussi tenter d'apprendre aux enfants à gérer les relations en ligne. Donc, éduquer pour émanciper dans le domaine du numérique, c'est viser des compétences d'esprit critique tout au long de la vie pour les enfants et aussi pour les parents. Donc, ce sont des connaissances sur cet écosystème numérique et des compétences techniques pour mieux circuler et mieux se protéger. Il s'agit donc de cultiver la prudence sur les réseaux, ce qui correspond aussi à ce que l'on apprend aux enfants à appliquer dans la vie quotidienne. Pour autonomiser les jeunes avec les écrans, on vise à leur apprendre à gérer le temps d'écran, à comprendre les formes variées de contenus qu'ils rencontrent sur le web et à garder en tête cette dimension économique mais aussi écosystémique du numérique qui trace pour calculer, pour capter nos attentions et pour mieux vendre des produits. En conclusion, apprendre aux enfants à gérer les écrans, c'est sur la slide suivante, apprendre aux enfants à gérer les écrans, du point de vue du temps, c'est aussi faire d'autres activités, donc du sport, des jeux, des activités culturelles, s'ennuyer. Du point de vue des contenus, c'est décoder les contenus, les émetteurs, les stratégies éventuelles des émetteurs, leur logique médiatique, d'audience, les fake news, les complotismes et les raisonnements circulaires associés. Du point de vue de l'économie numérique, c'est cultiver la prudence, protéger sa vie privée, prendre en compte la mémoire des réseaux, ne pas tout exposer et profiter des avantages de l'anonymat possible sur les réseaux. Du point de vue des relations, c'est accompagner pour expliquer ce que l'on voit d'une personne en ligne n'est pas nécessairement la réalité. Veiller à faire acquérir la distance tout en cultivant la confiance en soi qui participe de l'esprit critique. S'il y a un doute, c'est justifié. Il faut chercher l'autonomie et la régulation adaptée, c'est-à-dire que la privation peut aussi priver les enfants et les adolescents de liens sociaux avec leurs pairs et produire des effets d'exclusion. Enfin,
Les écrans présentent heureusement aussi des avantages, l'accès aux connaissances, le partage d'expériences, des possibilités d'apprentissage. Je vous remercie pour votre attention et Catherine aussi. Merci. Merci Aurélie, merci Catherine. Donc cette étude a permis d'apporter des éléments très concrets pour se rendre compte que les enfants finalement, plus tôt, cette année, se sont retrouvés à utiliser des services numériques, des réseaux sociaux, des messageries qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc ils les ont exposés finalement aux enjeux des réseaux sociaux bien plus tôt. Ça a été évoqué par Catherine, il y a un enjeu effectivement à sensibiliser les enfants très jeunes. Je vous laisse donc la parole, Catherine, pour nous parler de ces enjeux de sensibilisation et qu'est-ce qu'on peut faire dès l'école primaire. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors sachez que, outre mon implication dans l'association AXA Prévention, je suis aussi maman de 2 garçons de 9 et 11 ans. Donc je suis en plein dans cette période et je fais de mon mieux pour essayer de les former à un usage d'Internet plus sûr. Pourquoi est-ce qu'on doit sensibiliser les enfants dès l'école primaire ? C'est parce qu'on l'a vu dans la partie précédente qu'aujourd'hui, les écrans et Internet, c'est un super outil, ça permet d'avoir accès à une masse de connaissances incroyable et également de multiplier les contacts et pendant la période de confinement, de maintenir les relations avec l'extérieur. Mais c'est aussi pour les parents et pour les jeunes enfants une source d'inquiétude et une source de peur. Alors pour les parents, à la limite, j'ai envie de dire que c'est normal parce que Internet, les réseaux sociaux, c'est le seul risque auquel nous, parents, on n'a pas été confrontés quand on était enfant. Donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir éduquer nos enfants quand on n'a pas grandi avec un téléphone portable, avec WhatsApp, avec TikTok et compagnie ? Bon, c'est en effet, puisque je suis dans cette situation un petit peu difficile. Il y a pratiquement un parent sur 2 qui se déclare inquiet de la présence et de l'activité de son enfant lorsqu'il est seul sur Internet parce qu'on n'a pas de maîtrise sur ce à quoi ils vont avoir accès. Ce qui est beaucoup moins normal et ultra choquant, c'est que 38% des enfants de 9 à 11 ans déclarent avoir déjà eu peur en naviguant sur Internet. Donc là, le mot est fort et on voit qu'il y a énormément de risques outre les opportunités, mais beaucoup de risques et beaucoup de choses à perdre quand on va sur Internet seul, sans accompagnement. Donc c'est vraiment, je pense, notre responsabilité en tant qu'association, en tant qu'adultes, parents et enseignants, de pouvoir former et éduquer nos jeunes à un usage d'Internet qui soit sûr pour eux, mais qui soit aussi sûr pour les autres. Et d'ailleurs, quand on fait ces efforts, je partage un chiffre pour les enseignants, 67% des jeunes entre 11 et 20 ans jugent utiles les explications qui sont données en classe par les professeurs. Donc nos actions de prévention, nos actions d'accompagnement pèsent leur poids et on a un vrai rôle à jouer. Donc c'est pour ça qu'il y a 7 ans, avec les forces de l'ordre et l'association AXA Prévention, on a du coup conçu le programme du permis Internet. Et donc là, on a beaucoup travaillé en particulier avec la gendarmerie nationale. Et aujourd'hui, donc, le lieutenant-colonel Denis Mottier va nous rappeler un peu plus tard quels sont les risques du non-respect du droit sur Internet. Souvent, c'est mal connu et c'est très important que nos enfants et nous, parents, on en ait pleinement conscience. Mais pour revenir donc au permis Internet, le permis Internet, c'est un programme national de prévention des risques sur Internet qui s'adresse aux élèves de classe de CM2. Pourquoi la classe de CM2 ? Parce qu'on sait que juste avant et pendant le CM2, les premiers enfants vont commencer à avoir un smartphone, vont commencer à aller doucement sur Internet, mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'en 6e, tout le monde y est allé et passe un nombre d'heures très important à surfer sur Internet et à utiliser aussi de manière très active les réseaux sociaux. Donc, ce kit-là que vous voyez à l'écran, vous pouvez retrouver tous les contenus et tous les conseils sur le site www.permisinternet.fr. Tout est accessible à tout le monde et pas seulement aux professeurs des écoles. Mais donc en classe, la manière dont ça fonctionne, il y a d'abord une introduction qui est réalisée avec l'enseignant devant la classe par un représentant des forces de l'ordre pour pouvoir rappeler le cadre dans lequel on s'inscrit. Ensuite, sur la base des éléments qui sont fournis dans le kit du permis Internet, l'enseignant va pouvoir, à travers plusieurs séances, parce que ça doit s'inscrire, je pense, dans la durée, rappeler les règles d'une conduite et d'un usage en toute sécurité d'Internet et des réseaux sociaux. À la fin, quand les bases ont été discutées, argumentées,
et communiquer aux enfants, ils vont pouvoir passer un permis Internet. Vous l'aurez deviné, c'est sur la base du permis de conduire. Ça permet d'avoir une petite remise à la fin et surtout, ça permet quand on rentre à la maison de revenir avec son petit permis pour pouvoir enclencher le dialogue avec les parents et avec l'adulte référent. Et il y a également dans ce kit, enfin en tout cas moi je l'ai trouvé forcément utile, c'est un guide qui est à destination des parents et qui reprend tous les conseils de prévention qui ont été discutés pendant la classe. Donc ça permet aussi pour les parents dont je fais partie, qui peuvent parfois se sentir un petit peu démunis sur quel niveau d'information on donne, quel rappel du risque on fait à nos enfants. Eh bien là, tout est synthétisé dans ce document que vous pouvez retrouver sur le site Internet. Donc c'est déjà 2 400 000 enfants qui ont été sensibilisés. C'est pratiquement donc 80 000 classes d'enfants de CM2. Et puis on espère faire bien plus à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ce permis Internet ? En fait, ils sont encore quand même petits en CM2. On se sert d'un fil rouge, c'est l'analogie avec la rue. Tout au long des séances de sensibilisation, on répète qu'il n'y a aucune raison de faire sur Internet ce que l'on ne ferait pas dans la rue. Et en particulier, il y a 5 conseils que je voudrais partager avec vous et qui, je pense, sont importants d'acquérir quand on est encore en primaire et avant d'accéder au collège. Le premier, ça porte forcément sur la notion de respect. Sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est comme dans la rue, on respecte les autres, donc on n'écrit pas de propos agressifs qui pourraient blesser un ou plusieurs de ses camarades. Et puis, bien sûr, on ne va pas dévoiler la vie privée des autres élèves ou de ses amis ou de personnes qu'on connaît sans demander le consentement. Donc, pas de divulgation de photos, pas de divulgation de vidéos, sans avoir reçu de la consultation des personnes qui apparaissent sur ces supports. Le deuxième point, ça concerne les mauvaises rencontres. On leur apprend quand même tout petit qu'on ne va pas parler ou on ne répond pas à des inconnus qui vont les aborder dans la rue. Sur Internet, c'est pas la vie virtuelle, elle est réelle. Donc si on est approché par un inconnu, si notre enfant est approché par un inconnu sur les réseaux sociaux, il doit aussi nous en parler à nous parents, comme il le ferait si ça avait été le cas dans la rue. Et puis, cas plus grave, mais évidemment, il faut en parler et le rappeler régulièrement, on n'accepte pas un rendez-vous physique qui nous a été donné sur Internet parce qu'on ne sait pas qui est la personne qui se retrouve, qui est derrière l'écran en réalité. Le troisième point, et nous en discuterons, je pense, dans la suite de cette conférence, c'est bien sûr le cyberharcèlement. Quand malheureusement, si on a un enfant qui se fait agresser dans la rue, on va le voir, on va en discuter et on va voir avec lui comment est-ce qu'on peut remédier à la situation. Si ça se passe sur Internet, c'est pareil, il faut absolument qu'il vienne nous en parler tout de suite. S'il se sent insulté, violenté, agressé, c'est la même chose que si c'était dans la rue. L'agression est réelle. C'est pas parce que c'est sur Internet que ça n'existe pas. Et donc, il faut tout de suite en discuter. Et donc, encore une fois, vous allez voir, le leitmotiv, c'est l'analogie avec la rue pour les enfants, mais le dialogue avec les parents. Quatrième point, c'est l'esprit critique. Sur Internet et sur les réseaux sociaux, on a accès à énormément d'informations, on peut discuter avec plein de gens, c'est quand même un outil formidable, et puis plus ça va, plus on sait l'utiliser, et plus on en a les retombées positives. Mais c'est important de rappeler à nos enfants que même si c'est quelqu'un sur Internet, il ne peut pas nous imposer ses idées ou son mode de vie. Ça aussi, c'est une agression. Donc il faut conserver son esprit critique et garder du recul et en discuter avec les professeurs, avec les adultes référents ou encore, bien sûr, avec ses parents. Et puis sur Internet, tout n'est pas vrai. Moi, j'ai encore eu le cas récemment avec mon fils. Je l'ai trouvé sur Internet. Eh bien, c'était faux. C'est ça l'intérêt de vérifier ses sources et d'en consulter plusieurs. Donc, garder son esprit critique, c'est pas parce que c'est écrit dans une typo et pas à la main que c'est comme ça. On pourrait le voir sur un cahier, par exemple, que l'information est vraie à coup sûr. Et donc ça, il faut absolument à chaque fois le rappeler parce que sinon, on passe bien sûr totalement à côté de la richesse d'Internet. Et enfin, le cinquième point aussi qui est abordé dans le dispositif du permis Internet, on en a discuté aussi un tout petit peu auparavant, ce sont les troubles de l'attention. Aller sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, en fait, c'est une activité du quotidien comme les autres. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on va à la cantine, on fait ses devoirs, on déjeune avec ses parents, on joue avec ses frères et sœurs,
Et on peut aller encore une fois sur Internet et les réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est de vraiment varier les activités et de ne pas se retrouver complètement concentré sur les écrans toute la journée parce que c'est extrêmement mauvais pour le développement cérébral et pour sa capacité à maintenir sa concentration. D'ailleurs, quand on fait ses devoirs, si on a un téléphone portable avec plein de notifications à côté, ça va troubler notre attention et on travaillera moins bien. Donc la concentration sur une activité et la variation des activités tout au long de la journée sont vraiment deux éléments clés. Ce n'est pas la partie la plus facile à mettre en place ou à pouvoir faire accepter par ses enfants. Mais si il y a un conseil pour résumer tout ça, c'est vraiment discuter, enclencher le dialogue avec nos enfants. Pour moi, à table, c'est plus une partie d'argumentation endiablée, mais en même temps, ça développe aussi les capacités de dialogue et d'expression orale. Mais c'est à travers le dialogue qu'on arrivera à ne pas mettre à part cette vie virtuelle dont les conséquences sont extrêmement réelles. Merci Catherine. Donc, effectivement, les enfants sont de plus en plus tôt sur les écrans et avec des usages sociaux des écrans, puisqu'on sait aujourd'hui que l'âge d'acquisition du premier téléphone, il est maintenant à 10 ans. Je vais vous donner quelques chiffres aussi sur les âges d'accès aux réseaux sociaux. Mais vous avez souvent le sentiment que c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, mais Catherine l'a dit, les conseils en fait d'accompagnement de ces enfants avec les écrans et avec les réseaux sociaux aussi, ça repose beaucoup sur du bon sens finalement, sur du respect de l'autre, sur la connaissance des règles de vivre ensemble. Il y a effectivement des conseils à connaître liés aux données qui sont récupérées par ces réseaux sociaux et comment on peut les paramétrer. Mais vous allez voir que les conseils que je vais vous donner aussi, ils reposent beaucoup sur le dialogue, l'échange et puis la connaissance de quelques règles qui sont valables en fait sur tous les réseaux sociaux. Alors ces réseaux sociaux, quels sont-ils ? On va découvrir ensemble les réseaux sociaux préférés de vos ados. Alors en première position, Snapchat, en deuxième position, YouTube, en troisième position, Instagram. Alors vous êtes peut-être surpris de voir YouTube. Alors YouTube, c'est de la plateforme de vidéo. Pourquoi elle figure parmi les réseaux sociaux ? Elle est souvent en fait catégorisée avec les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est un espace où on peut se créer un compte, communiquer avec les autres, recevoir des commentaires. Donc dans ce cadre-là, c'est un réseau social comme les autres. Vous êtes peut-être surpris de ne pas voir Facebook, qui est votre réseau social à vous, mais qui n'est pas le réseau social de vos enfants. Vos enfants ne sont pas sur Facebook. Pourquoi ? Mais parce que nous y sommes, justement. Je m'arrête sur ce point-là parce qu'on peut être soi-même très utilisateur du numérique, être utilisateur des réseaux sociaux en tant qu'adulte et passer finalement complètement à côté des usages numériques de ses enfants. Mais finalement, si vous êtes vous aussi sur les réseaux sociaux, allez dans les conditions d'utilisation, régler les paramétrages, c'est des choses qui sont à vos portées. Et dans les réseaux sociaux de vos enfants, ce seront exactement la même chose. Alors on va s'intéresser maintenant aux réseaux sociaux préférés des moins de 13 ans. Puisqu'on a dit justement qu'ils étaient de plus en plus tôt sur ces réseaux, vous allez voir que les usages changent. Cette fois en premier, c'est YouTube. C'est pas étonnant puisqu'effectivement, en général, c'est la porte d'entrée aussi à Internet, YouTube. Là où on y est même très petit, pour regarder d'abord des dessins animés, et puis peu à peu pour regarder les influenceurs. Donc les enfants, ils sont beaucoup pour regarder leurs stars, les influenceurs, des vidéos de jeux vidéo aussi beaucoup. Snapchat arrive en deuxième position. Et en troisième position, on a des usages qui sont différents de la tranche d'âge d'au-dessus. Et on voit apparaître TikTok qui a fait une flambée très très importante cette année avec une des applications les plus téléchargées en 2020. Et on voit arriver WhatsApp. Et ça fait écho à ce que nous disaient Catherine et Aurélie tout à l'heure. Effectivement, cette année a pas mal bouleversé les usages des jeunes en termes de socialisation, de communication. Et on a vu des enfants assez jeunes, alors au départ pour de bonnes raisons, pour pouvoir échanger avec papy, mamie, avec le reste de la famille. Quand on est confiné chez soi, c'est vrai que c'est un outil bien pratique pour pouvoir échanger avec toute sa famille. Mais c'est un endroit aussi, alors je veux bien qu'on revienne au slide juste avant. Merci. C'est un endroit aussi où on va se retrouver à communiquer avec les autres sans avoir justement été encore accompagné. Alors on va passer au slide d'après. Parce que je vous parle de réseaux sociaux préférés des moins de 13 ans. Du coup, le slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Mais alors, comment ça se fait ? Puisque finalement, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok,
Je vous parle aussi de Discord et Twitch, qui sont 2 réseaux sociaux qui sont très utilisés par vos enfants, qui sont autour de l'univers des jeux vidéo, dont vous avez certainement entendu parler, sont interdits aux moins de 13 ans. Quant à WhatsApp, c'est interdit aux moins de 16 ans. Alors ça veut dire quoi, c'est interdit ? Ça veut dire que dans les conditions d'utilisation du service, il est écrit, noir sur blanc, que ce service n'est pas autorisé avant cet âge-là. Et avec la RGPD, en 2018, entre 13 et 15 ans, il faut normalement l'autorisation des parents pour pouvoir s'inscrire sur ces réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, la solution est trouvée, finalement c'est interdit, on est tranquille, vous avez qu'à leur dire de ne pas y aller finalement puisque c'est interdit. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner ce conseil-là. Pourquoi ? Parce que plus de 85% des enfants à 12 ans sont déjà sur un réseau social. On sait que plus de 50% en entrée en 6e y sont. Et si vous leur interdisez, ils y auront accès peut-être chez un copain, chez un voisin, et de toute façon, à un moment donné, ils seront sur ces réseaux, ils seront sur ces différents services parce que ça fait partie de nos vies. Donc, c'est important de respecter les règles, mais c'est important aussi de les accompagner. C'est ce qu'on va voir ensemble sur le slide suivant. Alors, on va déjà, s'intéresser plus particulièrement à ces réseaux. Vous ne les connaissez peut-être pas. Donc, je vois qu'il y a un petit bug d'affichage. Je vais vous expliquer ce qui est à l'écran. Je me suis intéressée sur les 4 principaux. Alors, Instagram, c'est quoi ? Instagram, c'est leur vitrine. Instagram, c'est là où on partage les plus belles photos, ces vidéos qu'on a envie de garder, qu'on a envie de montrer. Donc, on va partager ces photos, mais c'est là aussi où on va suivre les marques préférées, les stars. Et c'est du coup là aussi où il y a un peu le culte de soi, où on va vouloir bien se montrer. C'est là aussi où ils vont consulter des stories. Alors là où il faut faire attention, c'est que malheureusement, beaucoup d'enfants, ils sont avec un compte public. Comme il y a cette volonté de vitrine, de vouloir se montrer, on a envie de se montrer à tous. C'est le réseau social sur lequel ils sont le moins en privé. On va voir que c'est un sujet important. Du coup, en étant en public, ils s'exposent davantage à des commentaires d'inconnus. Donc peut-être à des situations qui peuvent amener au cyberharcèlement. Et puis ça pose évidemment toute la question de l'image de soi, de la représentation de soi et de l'estime de soi, parce que les réseaux sociaux interrogent aussi beaucoup ça. TikTok, ce sont des courtes vidéos. Alors ils aiment parce que c'est fun, c'est créatif, ça permet de s'exposer avec un certain nombre de filtres supplémentaires. Ils les utilisent beaucoup pour faire des petits clips, pour imiter les stars à travers de la musique ou des petites scénettes. Ils les suivent beaucoup parce il y a des influenceurs jeunes auxquels ils peuvent s'identifier. Il y a aussi des challenges avec des bons et des mauvais côtés qui encouragent les enfants en fait et les jeunes à partager des vidéos autour d'un challenge que tout le monde va faire, donc en général autour d'une petite chorégraphie par exemple. Alors le souci de TikTok, c'est effectivement l'hypersexualisation. Ils sont représentés beaucoup de jeunes filles notamment qui vont singer les stars sans forcément avoir l'âge et la tenue adaptée à la situation. Et effectivement, sachant ça, des personnes mal intentionnées, avec des profils pédophiles, savent très bien qu'ils peuvent trouver sur cet espace des jeunes filles qui s'exhibent, qui dansent, parfois un petit peu dénudées ou dans des postures et des tenues sexy. Donc c'est vraiment un point d'attention. Je vais vous présenter ensuite YouTube. Donc c'est la porte d'entrée des enfants sur Internet. C'est là où on va d'abord regarder des vidéos. On n'y est pas forcément acteur. Au départ, on n'a pas forcément un compte. On est plutôt consommateur de contenu. Ils vont surtout suivre des chaînes de leurs youtubeurs préférés, beaucoup autour d'ailleurs de l'univers du jeu vidéo, Squeezie étant la chaîne la plus suivie par les jeunes. Donc ce qu'ils aiment, c'est de regarder souvent des vidéos drôles, de jeux vidéo, leurs influenceurs. Alors le problème, c'est que comme se mélangent des contenus qui ne sont pas forcément triés par public, ils peuvent être amenés à tomber sur des contenus choquants et parfois pas à travers les vidéos, mais à travers des publicités par exemple. Publicité pour un jeu vidéo qui n'est pas de leur âge, pour un film qui n'est pas de leur âge. Quand on discute avec les enfants, souvent les premiers contenus choquants qu'ils ont pu voir, c'est quelque chose qui leur a fait peur à travers une vidéo sur YouTube. Là aussi, ils s'exposent à des commentaires d'inconnus. Et comme l'a expliqué Aurélie,
la manière dont sont conçus les réseaux sociaux, avec les algorithmes, ils ont envie qu'on reste le plus longtemps possible sur ces réseaux. Et pour ça, ils nous exposent aussi à des contenus sensationnels qui vont nous donner envie de rester encore plus et d'en demander encore plus. Et c'est ce qui expose vos enfants davantage à des contenus comme les fake news. Alors j'ai un petit bug d'affichage, je vois pour Snapchat. Mais le Snapchat, c'est vraiment l'application du quotidien. C'est l'espace avec lequel on communique toute la journée avec son réseau. Et c'est le réseau sur lequel vous pouvez avoir le moindre regard, puisque c'est l'espace privé. Vous ne pouvez pas voir ce qui s'y passe, il n'y a pas de notion d'espace public dans Snapchat. Et c'est pour ça qu'il aime tant, c'est parce que vous n'y êtes pas et que vous ne pouvez pas voir ce qu'ils font. Alors la particularité de Snapchat, c'est qu'on peut y partager des images éphémères, c'est-à-dire des images que vos enfants se partagent et vont voir pendant 1 à 10 secondes. Ça leur donne du coup l'impression qu'on peut y partager des images plus osées ou des bêtises parce que ça ne va pas rester. Alors que à tout moment, il est possible de faire ce qu'on appelle un screen, c'est-à-dire une copie d'écran et de la garder. Il y a aussi un système de flammes. Alors le système des flammes, c'est ce que vous voyez à l'écran à côté des noms. En fait, chaque fois que vos enfants échangent avec un de leurs camarades, ils gagnent une flamme. Et en fait, s'ils échangent chaque jour avec cette personne, les flammes sont maintenues. S'il fait une coupure d'une seule journée, les flammes reviennent à 0. Vos enfants vont vous dire que ça n'a aucune importance pour eux, mais ce n'est pas vrai. Ils adorent entretenir ces flammes. Parce que quelque part, on joue vraiment sur le principe du jeu. On a envie de gagner, on a envie d'aller le plus loin. Puis quelque part, ça montre une certaine fidélité avec sa communauté. Donc là où il y a le danger, c'est que parfois, pour entretenir ces flammes, vos enfants adoptent certains mauvais comportements, comme partager leur mot de passe. Il faut savoir que vos enfants sont 1/3 à avoir déjà partagé leur mot de passe. Et conserver les flammes de son petit camarade pendant qu'il est en vacances ou chez mamie au fin fond de la campagne où elle n'a pas de réseau est parfois une fausse bonne motivation. Alors, quoi faire ? Alors, j'aurais envie de vous dire, effectivement, interdire, limiter, ce sont des solutions. Le contrôle parental, je sais que vous l'utilisez beaucoup, c'est un bon réflexe. C'est important parce qu'effectivement, ça peut permettre d'assurer déjà une certaine protection et s'assurer que vos enfants vont être sur des contenus qui leur sont adaptés. L'avantage aussi du contrôle parental, c'est que ça permet de gérer le temps d'écran. Donc ça, ce sont des outils qui sont utiles. Mais c'est un outil parmi d'autres parce que l'objectif est bien de les aider à adopter des bons réflexes qui vont leur servir pour toute leur vie numérique. Parce que ce qu'ils vont apprendre dès maintenant, ce sont des réflexes de protection de leurs données personnelles, de comportements respectueux qui vont leur servir tout au long de la vie. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Alors, déjà, il est important de connaître quelques conseils de paramétrage. Donc, à l'occasion du Safer Internet Day, on a créé des stories et je me suis dit que ce serait un bon support prêt à l'emploi pour vos enfants, pour passer quelques conseils. Alors, 3 conseils déjà pour mieux gérer sa vie privée. Le premier, utiliser un pseudo. On se rend compte finalement que plus les jeunes grandissent, moins ils sont vigilants sur le partage des infos personnelles et sur la protection de leur identité numérique. Quand ils arrivent sur les réseaux, les plus jeunes vont avoir tendance à utiliser un pseudo, un avatar, et dès qu'ils grandissent un peu, ils vont montrer leur vraie photo, leur vraie identité. Garder un pseudo le plus longtemps possible, c'est une bonne manière finalement de construire son identité numérique et de se protéger. De choisir ses contacts. Deuxième conseil, sur les réseaux sociaux, on parle d'amis sur Facebook, après on utilise davantage les contacts sur les autres réseaux, mais qu'est-ce que l'on met derrière ce terme de contact ? Et est-ce que l'on peut dire qu'on partage la même chose à un ami proche, à quelqu'un qu'on a croisé en vacances et à qui on a partagé son Snap ou son Instagram, et à quelqu'un qu'on n'a jamais vu ? Donc dans les paramètres, allez-y avec eux, vous pouvez choisir les contacts, choisir qui commente, qui voit, qui peut rentrer en contact avec eux. Il y a des paramètres assez fins comme ça qui permettent de décider avec qui on partage quoi et qui peut interagir avec nous. Autre conseil, désactiver la géolocalisation. Plein de réseaux sociaux permettent de savoir très précisément où on est, et notamment Snapchat, vous ne le savez peut-être pas, mais propose une carte. Les jeunes entre eux peuvent voir exactement à quel endroit ils sont. Pour protéger leur vie privée,
désactiver cette géolocalisation est un bon conseil. On n'a pas besoin de savoir où on est très précisément tout le temps. Ensuite, je finirai sur le cyberharcèlement. Je vais passer à 3 astuces pour gérer sa vie numérique. Désactiver son statut en ligne. Beaucoup de réseaux sociaux le proposent. C'est un bon conseil. La même chose, on a le droit de décider quand on se connecte et quand on montre qu'on est connecté. C'est pas parce qu'on utilise ces réseaux sociaux que toute notre communauté a besoin de savoir qu'on est en ligne. On a le droit aussi de surfer tranquille, sans être sollicité par les uns et les autres. Ça, ce sont aussi des stimulations permanentes qui les amènent constamment vers les écrans. Ils peuvent aussi consulter leur temps d'utilisation. Tous nos smartphones maintenant permettent de le faire et tous leurs réseaux sociaux aussi leur permettent de le faire et proposent même des outils pour leur notifier que ça fait déjà 1 heure, 30 minutes qu'ils sont dessus et que ce serait bien de décrocher. Donc vous pouvez activer ça ensemble. Et effectivement, couper les notifications, c'est un bon réflexe à donner à vos ados, mais j'ai envie de dire à nous aussi. Parce qu'en fait, une sollicitation permanente, moi j'ai des ados aussi, et quand je suis à côté de leur téléphone, c'est juste insupportable puisque ça ping tout le temps. Et parce que justement, il y a des notifications. Donc je leur ai demandé de désactiver leurs notifications. Si 30% des jeunes déclarent qu'il leur arrive de se réveiller la nuit ou de vérifier leurs notifications ou leur compte pendant la nuit quand ils se réveillent. Alors, je ne dis pas qu'ils se réveillent pour ça, mais s'ils se réveillent, ils vérifient. Sans ces notifications, il y a déjà moins de sollicitations et surtout, on choisit le moment où on a envie d'être connecté avec sa communauté. Alors, comme effectivement, derrière les réseaux sociaux, et on va en parler aussi largement ce soir, il y a le risque du cyberharcèlement. Voilà quelques conseils et je sais que Samuel et d'autres autour de la table reviendront dessus. Mais un des premiers, c'est le compte, il est privé. Malheureusement, beaucoup de réseaux sociaux proposent par défaut un compte public. Alors, ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux font attention aussi à vos enfants. Ils activent par défaut certains paramétrages quand ils sont mineurs. Donc, on disait que vos enfants, souvent, malheureusement, mentent sur leur âge pour pouvoir accéder à ces réseaux sociaux. Moi, je leur conseillerais en tout cas de se connecter avec leur vrai âge parce qu'au moins, par défaut, sont activés un certain nombre de paramétrages qui vont les protéger davantage. C'est le cas sur TikTok, c'est le cas sur Instagram, c'est le cas sur Snapchat aussi. On réfléchit, vous l'avez évoqué tout à l'heure à Catherine, avant de publier une photo de soi. Effectivement, quand on s'expose, à partir du moment où la photo est partagée, elle nous échappe, c'est fini. Vous ne savez absolument pas ce qu'une personne peut en faire. Et Samuel vous en parlera, malheureusement, quand on partage des contenus, ils peuvent être détournés et utilisés à des fins assez négatives qui peuvent se retourner contre vos enfants. Et puis quand on s'expose aussi à la parole de l'autre et à la parole de cet autre, donc de ce contact dont on ne connaît pas forcément l'identité. Autre point très important, on filtre les commentaires. Tous les réseaux sociaux proposent cette fonctionnalité. On n'est pas obligé de s'exposer à la parole violente des autres. On peut décider dans les commentaires. Déjà, il y a un filtre en général automatique qui permet de bloquer les commentaires offensants. Et on peut choisir soi-même certains mots-clés qu'on ne souhaite pas voir dans ces commentaires et qui vont faire qu'automatiquement on est protégé. On va passer au slide suivant. Alors, tous ces conseils, vous pouvez les retrouver dans nos espaces dossiers sur Internet sans crainte. Voilà, je voulais vous dire qu'on propose différents dossiers sur le cyberharcèlement, sur la parentalité numérique, sur la fabrique de l'information et bien d'autres sont à venir, où on vous propose justement des fiches conseils concrètes comme celles que vous venez de voir. Alors, il y a le paramétrage, mais il y a aussi le dialogue. Vous l'avez dit Catherine, l'important c'est de dialoguer. Il faut oser parler de ces sujets en fait avec vos enfants. Je sais que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, pas forcément légitime parce que vous ne les connaissez pas, mais on l'a évoqué, les conseils sont souvent des conseils de bon sens, de respect de l'autre, de respect de l'image de l'autre, de respect de soi aussi, parce que c'est important de se respecter soi-même. Donc on vous propose un outil, on a créé un outil, une application gratuite qui s'appelle Faminum, qui vous aide en fait à, on a appelé ça, créer sa charte numérique en famille, c'est-à-dire pouvoir peut-être découvrir ensemble des conseils, des bonnes pratiques qu'on peut adopter pour certains de ses enfants, mais pourquoi pas pour toute la famille. Alors comment ça fonctionne ? Étape suivante, s'il vous plaît.
C'est en quatre étapes, très vite. Vous définissez le profil numérique de votre famille. Vous allez arriver sur une 60aine de conseils qui sont classés en fait par catégorie, par thématique, mais aussi par âge, puisqu'en fait, on ne donne pas forcément les mêmes conseils qu'à un enfant de 6 ans, de 10 ans ou de 13 ans. Donc vous avez différentes tranches d'âge. Vous sélectionnez les bonnes pratiques que vous préférez. Vous pouvez les personnaliser en fonction de vos règles éducatives. Et à la fin, vous pouvez générer automatiquement vos bonnes pratiques, vos règles du numérique à la maison. Donc c'est une expérience complète qu'on vous propose. Slide suivant, je voudrais juste vous présenter les 4 thématiques pour vous dire qu'on aborde la question de la gestion du temps d'écran, le cyberharcèlement, les contenus choquants et les jeux vidéo. Donc vous voyez le principe, vous avez un conseil, si vous intéresse, vous swipez vers le bas et vous pouvez voir justement après un pourquoi et un comment, c'est ce que je vous présentais dans le slide suivant. Sur le slide suivant. Pour boucler avec ce que disait Catherine, j'ai choisi ce slide-là pour conclure. Vous en avez plein d'autres conseils, mais celui-là, finalement, il est essentiel pour entamer le dialogue. Sur Internet, on se respecte. Alors pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est caché derrière un écran qu'on peut dire n'importe quoi, se moquer de quelqu'un ou l'insulter. Ça vous paraît évident ce que je vous dis, mais quand finalement on discute avec des enfants qui ont insulté quelqu'un sur le groupe WhatsApp du collège, parce que c'est un usage très courant, le groupe WhatsApp qu'on crée à l'entrée du collège pour pouvoir communiquer les uns avec les autres sans forcément avoir toutes les bonnes règles de cette communication. Et quand on leur pointe, mais regarde, tu as dit ça, mais tu as pensé ce que l'autre allait, comment l'autre allait recevoir les choses, comment il va penser, tout d'un coup l'enfant se sent un peu bête et il se dit « Ah ben non, j'y ai pas pensé, j'ai agi un peu vite ». Donc se rappeler tout simplement qu'il y a une vraie personne derrière l'écran, c'est un bon message à passer à vos enfants. Parce que déjà, quand on se parle effectivement avec respect, sans insulte et sans moquerie, on a davantage l'écoute de l'autre et on est soi-même mieux respecté. Alors des outils, pour terminer, on en propose beaucoup à Internet sans crainte. On a une 100aine de ressources gratuites disponibles sur notre site pour faire de la sensibilisation des enfants, des ados et de vous aussi. Nos contenus sont classés par public, par thématique et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour terminer, mon dernier slide. Merci. On a 35 ressources pour sensibiliser spécifiquement aux réseaux sociaux et au cyberharcèlement. Ça va autour de notre série Vincelou, de vidéos, des guides, des activités à faire même en famille. On vient de sortir un tout nouveau guide pour les parents et les enfants. Internet, les écrans et nous, là spécialement pour le Safer Internet Day. On a des ressources pour les ados, des vidéos, des serious games et pour vous aussi, parents, pour pouvoir avoir des supports de discussion. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais passer la parole à Samuel qui va s'intéresser plus particulièrement au cyberharcèlement parce que malheureusement, si on n'adopte pas tous ces bons comportements, et malheureusement de toute façon, on ne peut pas toujours, même si vos enfants font bien, il y a aussi les autres. Donc qu'est-ce que ce cyberharcèlement ? Quelle forme il peut prendre ? Parce que je pense que vous allez être surpris de découvrir toutes les formes que ça peut prendre pour vos enfants et vous dire que ça peut concerner vos enfants et surtout comment agir. Merci Samuel. Merci Axel. Bonsoir à tous et merci d'être présents sur cette conférence pour effectivement aborder cette question du cyberharcèlement. On va voir tout de suite le premier slide et ça va nous permettre de présenter une définition du cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement ? C'est un enchaînement d'agissements hostiles, évidemment. L'idée est de nuire à la victime, répéter. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait une répétition d'actes visant à nuire et à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. De quelle manière et par quels moyens ? Évidemment, en utilisant les outils numériques modernes que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, etc. Depuis 2014, le cyberharcèlement a été défini par la loi et c'est devenu une circonstance aggravante du harcèlement, je dirais entre guillemets plus classique. Le législateur a considéré que plus il était facile de harceler, et c'est plus facile évidemment via les outils numériques puisqu'on est à distance de la victime, et bien plus cette facilité est permise et plus la sanction sera importante et forte.
Bien souvent, très bien, moi j'avance. Bien souvent, j'allais vous dire que l'objectif c'est de porter atteinte à la réputation de la victime. C'est souvent violent et une des caractéristiques du cyberharcèlement, donc l'utilisation de l'Internet, va permettre une viralité très importante des contenus et c'est souvent ce côté incontrôlable du cyberharcèlement qui va apporter une dimension extrêmement violente puisque on a l'impression que rien n'est sous contrôle et que la victime va être mise en pâture au travers de ces contenus, que ce soit des photos, des vidéos ou des commentaires. Pour vous présenter donc quelques tendances actuelles, hein, c'est pas très joli, mais c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Je voudrais commencer par parler du cyberharcèlement du quotidien qui se banalise, qui est un petit peu ce que les jeunes vivent un petit peu tous les jours sur leurs réseaux sociaux. Malheureusement, ils s'habituent et je pense que c'est peut-être un des premiers conseils que je donnerais, c'est d'apprendre aux enfants qu'on n'a pas à s'habituer à ce cyberharcèlement quotidien, qu'au contraire, on doit considérer que notre personne doit être protégée et que nul n'a le droit de se moquer de nous ou de transmettre des contenus qui nous seraient préjudiciables. On va aborder après très rapidement les comptes fichas, une autre tendance qui est de plus en plus connue et tant mieux parce que ça permet de faire de la prévention auprès des jeunes, c'est ce qu'on appelle le revenge porn et on terminera avec le chantage à la webcam et j'aborderai après évidemment les conseils qu'on peut proposer pour pouvoir protéger les enfants de ce harcèlement. On va continuer. Donc le cyberharcèlement que j'appelle du quotidien, celui auquel malheureusement les jeunes s'habituent, je vous en ai montré un exemple, c'est un vrai échange qu'on a pu recevoir sur NetÉcoute, donc la plateforme dont je vais vous faire la présentation juste après. C'est un service qui permet justement de venir en aide aux personnes qui sont harcelées pour obtenir tout simplement des conseils et pouvoir se faire accompagner. Et donc ce que dit cet internaute, c'est « j'ai envie de mourir » et on voit que tout de suite il y a une gravité dans son propos. Il dit « c'est juste pas possible ce qu'ils me font, c'est des gens de ma classe, ils se foutent de moi tous les jours, j'en ai marre, ils font des montages de ma tête sur TikTok. » Et quand on demande si le jeune a contacté un adulte de confiance pour pouvoir se faire aider, eh bien heureusement, il dit oui, ma mère, elle a appelé la directrice, mais les images sont toujours sur TikTok, sur le compte de l'autre pute étant la harceleuse. Que nous dit ce post, on va revenir juste un petit peu en arrière, voilà, c'est que c'est extrêmement violent. On sait que le harcèlement commence sur les réseaux sociaux à partir de l'âge du collège, 13-14 ans étant l'âge de prédilection, c'est le moment où on a statistiquement le plus de cas recensés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant, même si les élèves de primaire sont relativement, je dirais, protégés, puisqu'ils ne sont pas encore véritablement inscrits sur les réseaux sociaux, et comme l'a rappelé Axel, en principe, avant 13 ans, ils ne sont pas censés y être, même si parfois certains peuvent mentir sur leur âge. Ce que l'on voit avec le temps, c'est qu'au moment de la période du lycée, le harcèlement va se poursuivre avec une certaine stagnation du nombre de cas, mais ce qui va par contre augmenter, c'est la violence des situations, avec bien souvent des cas qui vont mettre en avant la virilité pour les garçons, l'orientation sexuelle chez les garçons et le corps chez les filles, avec un côté très sexualisé des contenus qui sont présentés pour harceler les victimes. Donc ce harcèlement du quotidien, je pense que, comme je disais, il faut vraiment prévenir les jeunes qu'il peut exister, que personne n'a le droit de transmettre des contenus qui pourraient porter préjudice aux victimes et transmettre aux jeunes que si malheureusement ça arrive, eh bien, il est important de contacter le plus rapidement possible un ou des adultes de confiance, et j'insisterai sur les des adultes de confiance. Un témoignage qui nous est souvent remonté sur NetÉcoute, c'est « j'en ai parlé à un adulte de confiance, mais cet adulte, il ne savait pas quoi faire, il n'avait pas été sensibilisé au cyberharcèlement, et du coup, je n'ai pas pu être aidé parce qu'il ne savait pas vers qui se tourner. » Et donc, c'est important de transmettre aux jeunes qu'ils doivent se tourner vers un maximum de personnes différentes. Si certaines ne savent pas quoi faire, il y en aura certainement dans le lot, si je puis dire, qui sauront comment l'aider et qui sauront le protéger. Un deuxième cas de cyberharcèlement du quotidien, on le voit là, on voit un montage avec un cercueil qui a été placé et qui est envoyé évidemment à la victime avec des messages très forts, toute seule, tu es toute seule, tu vas mourir, tu ne mérites pas de vivre, tu pourrais tourner un film pour Halloween tellement tu es moche. Et évidemment, ces contenus vont encore une fois se diffuser très rapidement en utilisant les réseaux sociaux.
Un autre exemple que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les comptes ficha qui ont explosé pendant la période de confinement. Je vais lire le petit encart sur la droite, puisque ça résume tout en fait. Alors le concept du Snap, c'est simple. C'est à vous de me donner des informations sur une personne du collège ou m'envoyer une photo de la personne et vous me dites ce que vous pensez d'elle. Donc ça peut être des contenus ou des contenus écrits ou des photos. Et bien entendu, je reposte en story en anonyme et je commence à poster en story quand le Snap aura tourné. Pour résumer les choses, c'est un appel tout simplement à transmettre à l'auteur des contenus sur une ou plusieurs personnes, en général les filles, puisque ce sont les filles qui sont majoritairement victimes de ce genre de situation. L'auteur va collecter ces contenus et va les mettre sur une espèce d'affiche, afficha étant du verlan, donc c'est affiche renversée. Et l'idée, c'est une fois que cette affiche numérique aura été construite, eh bien cette affiche va être répandue sur les réseaux sociaux et les internautes vont pouvoir se moquer, commenter, alimenter peut-être le compte ficha en contenu supplémentaire. Comme je le disais, donc le confinement malheureusement a vu exploser ce type de situation. Ce qui peut être en plus extrêmement compliqué, c'est que ça peut être évidemment des vraies photos qui vont circuler sur les victimes. Ça peut être aussi des photomontages qui vont être plutôt bien faits. D'ailleurs, j'entends par là qu'on pourrait y croire. On pourrait penser que le corps et la tête qui sont comme ça alliés sur le compte ficha appartiennent vraiment à la personne qui est mise en pâture sur ce compte, et c'est très compliqué pour les victimes de se défendre évidemment, puisque comment faire croire comment plutôt convaincre que la photo n'est pas une vraie photo, et c'est très compliqué. Une autre situation qu'on peut voir apparaître aussi, on va continuer, voilà, c'est ce qu'on appelle le chantage à la webcam. Alors ça, c'est plutôt les garçons qui en sont victimes, même si les filles ne sont pas épargnées également. Ce que nous dit l'internaute, c'est « Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide, je suis victime de chantage, j'ai une situation très difficile, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, je dois payer 450 € en bitcoin, donc une monnaie virtuelle, sinon il va tout publier. » Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, ce jeune garçon est allé sur un site de rencontre pour adolescents, il en existe beaucoup, il n'y a pas que les sites pour adultes, ça existe aussi pour les mineurs. Et sur ce compte, il va rencontrer une jolie jeune fille qui va attirer son attention. Ils vont être plutôt à l'aise l'un et l'autre, et du coup, ils vont se donner rendez-vous sur un logiciel qui va leur permettre de se voir, de faire une visioconférence, Skype ou autre. La jeune fille va inviter le garçon à se dénuder, voire parfois à se masturber dans certains cas, et la vidéo va être en fait enregistrée. La jeune fille va alors, une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle voulait, donc à savoir un garçon qui se déshabille et qui se masturbe devant la caméra, la jeune fille va couper l'enregistrement et va envoyer un message au jeune garçon pour éviter en fait que la vidéo soit diffusée. Elle va réclamer, comme on le voit là, 450 €. C'est des sommes qui sont parfois pas neutres. Ce que font souvent les jeunes, malheureusement, c'est qu'ils payent parce qu'ils n'ont pas envie que les parents soient évidemment informés de la situation, parce qu'ils n'ont pas envie que la vidéo devienne virale, et on a vraiment des situations qui peuvent être extrêmement compliquées à vivre pour les jeunes. Voilà, et puis la dernière situation que je voulais vous présenter, qui est un peu en lien avec le chantage à la webcam, c'est ce qu'on appelle le revenge porn. Donc c'est à peu près la même situation, des échanges de contenus qui peuvent être préjudiciables pour les jeunes, mais qui ont été envoyés au départ dans le cadre d'une relation amoureuse, sentimentale, et on va se servir de ces photos pour se venger quand malheureusement il peut y avoir séparation. Alors, que faire et que conseiller à ces jeunes ? D'abord, de ne pas payer quand il s'agit de chantage, de pouvoir considérer que plus on va montrer qu'on a peur, plus l'auteur va évidemment passer à l'acte et faire encore plus pression, voire éventuellement diffuser ses contenus. NetÉcoute est un service qui peut aider les jeunes à ce moment-là pour pouvoir trouver une écoute tout d'abord, des conseils, à l'abri peut-être du regard des parents, puisque c'est pas toujours encore une fois évident de pouvoir en parler avec ses parents. Le numéro c'est le 0800 200 3x0, on le voit sur
sur le slide, et ce service est ouvert de 9h à 20h tous les jours, du lundi au vendredi, et de 9h à 18h. Et sur ce service, il y a des psychologues, des juristes et des spécialistes des réseaux sociaux qui ont l'habitude de recevoir ces types de cas et qui vont accompagner les victimes pour pouvoir, dans la mesure du possible, faire retirer ces contenus. On a des accords avec la majorité des plateformes de réseaux sociaux, et on va pouvoir, grâce à des portes d'entrée privilégiées, faire en sorte que grâce à ce signalement, le contenu puisse être supprimé. L'idée étant évidemment, encore une fois, d'éviter la viralité de ces contenus. Pour terminer mon propos, donc quelques conseils encore pour accompagner les jeunes sur leur réseau et faire en sorte qu'ils soient épargnés par le cyberharcèlement. D'abord, c'est dire à vos enfants que vous êtes au courant que le cyberharcèlement existe, que c'est une réalité dans leur quotidien numérique et qu'ils peuvent venir vous parler, que ce n'est pas un sujet tabou, qu'ils ont conscience que le problème existe et votre présence en témoigne ici. Et vraiment faire en sorte que le cyberharcèlement puisse faire partie des sujets quotidiens, s'il en est, de vos discussions avec les enfants. S'intéresser aux activités que vos enfants peuvent avoir en ligne est important également, de montrer que vous avez un intérêt pour ce qu'ils font. Ça permet de temps en temps de tirer la sonnette d'alarme quand vous voyez qu'ils se mettent peut-être à risque parce qu'ils ont mal configuré leur compte, parce qu'ils sont peut-être en public et du coup ils s'exposent peut-être de manière un petit peu trop importante à des jeunes qui pourraient leur porter préjudice. Apprendre aussi aux enfants à réagir et réagir rapidement quand ils sont victimes de harcèlement, c'est important. Ce dont on se rend compte souvent, c'est que quand on est harcelé, c'est parce qu'on n'a peut-être pas su tout de suite répondre de bonne manière à son harceleur. Et le harceleur s'est dit que peut-être la personne victime était une cible de choix. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre à un jeune potentiellement victime que personne, encore une fois, n'a le droit de lui porter préjudice et de se moquer de lui. Apprendre aux enfants aussi à alerter. NetÉcoute peut être un bon endroit, mais surtout ne pas hésiter à se tourner vers un adulte de confiance pour venir chercher de l'aide. Les situations sont souvent très violentes. On n'a pas toujours la possibilité de savoir se débrouiller. Même pour un adulte, c'est pas toujours évident. Donc c'est une situation qui a besoin d'être soutenue par des adultes de confiance. Apprendre aussi à signaler des situations. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont des comptes de modération, ont des services de modération qui permettent d'interpeller le réseau social en question s'il y a un problème. Apprendre aussi à bloquer son harceleur potentiel pour éviter tout simplement qu'il y ait encore des échanges avec lui et faire en sorte que le jeune soit protégé. Voilà ce que je voulais vous dire. Une dernière chose aussi, c'est qu'on parle souvent du cyberharcèlement du côté des victimes et bien sûr il y en a, on considère qu'à peu près entre 10 et 15% des adolescents sont victimes de cyberharcèlement. Il faut aussi parler parfois des auteurs et se dire que parmi certains jeunes, eh bien, on peut être parents d'auteurs de cyberharcèlement. C'est important aussi de rappeler les règles de bons usages du numérique, et on va en parler juste après avec le rappel à la loi, qui peut être aussi une façon d'interpeller le jeune et de lui dire que le numérique n'échappe pas aux règles de bienséance et de vivre ensemble. Une chose que l'on peut conseiller aux jeunes, c'est si un jour tu hésites à envoyer un contenu, si tu hésites à envoyer un message parce que tu dis que peut-être ça pourrait constituer une forme d'agression, voire du harcèlement, essaie de te dire, si tu devais aller transmettre ce message dans la cour de récréation, par exemple en face à face physiquement avec ton interlocuteur, est-ce que tu oserais le faire? Et si votre enfant vous dit, je vais peut-être pas le faire parce que je pense que ça pourrait peut-être l'énerver, ça pourrait peut-être l'attrister ou provoquer une réaction de sa part, ça veut dire que ce message, il n'a pas lieu d'être sur la toile. C'est que si ça le choque dans la vie physique, dans la vie de tous les jours, c'est qu'a priori sur les outils numériques, ça n'a pas sa place non plus. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole, je crois, à Denis, effectivement. Voilà. On va effectivement voir que le cyberharcèlement, alors il y a une chose aussi importante, c'est que parfois les jeunes n'ont pas l'impression d'être acteurs du cyberharcèlement parce qu'ils vont simplement liker un commentaire, partager une photo, mais ils ne sont pas l'initiateur.
Donc, les rêves numériques, effectivement, qui malheureusement sont trop souvent présents encore sur la toile, parce que effectivement, on a l'impression que liker, c'est pas grand-chose, c'est juste appuyer un contenu qui a été posté par un autre internaute, mais c'est quand ce contenu est X fois liké, ça va constituer du harcèlement et ça n'a pas lieu d'être. Effectivement, et puis ça contribue à le perpétuer. Et effectivement, être acteur du cyberharcèlement, c'est être capable contre le cyberharcèlement, c'est être capable d'agir à tout moment, et même si on est simplement témoin, de pouvoir se dire qu'on peut faire quelque chose. Alors le cyberharcèlement, c'est aussi un délit, en fait, c'est ce qu'on va voir ensemble, Denis, et qu'il y a des lois sur Internet. Donc on a vu ensemble, malheureusement, que vos enfants, à travers les réseaux sociaux, s'exposent à un certain nombre de dangers, mais ils s'exposent aussi à la loi. Et même quand ils sont enfants. Et il n'y a rien de mieux qu'un gendarme pour rappeler la loi. Et je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Donc l'espace numérique est considéré comme un milieu de liberté, à tort, puisque la loi elle s'applique également sur les réseaux sociaux et dans le monde virtuel. Pour autant, le danger de l'espace numérique, c'est créer l'illusion du virtuel. Et l'illusion du virtuel, c'est considérer que tout est possible derrière son écran, parce qu'on est caché derrière son ordinateur, parce que l'anonymat est facilité, parce qu'on a l'impression d'avoir devant soi un espace à conquérir. Et les enfants, en fait, ils vont avec leur jeunesse, avec leurs illusions, avec leur naïveté, alors que la virtualité reste parfaitement ancrée dans le réel du droit. Et le droit, lui, est bien réel. Les conséquences sont bien réelles. Et pour l'illustrer, je vous ai mis un certain nombre de chiffres. En 2020, pour toute la France, donc ce sont des chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur, 9 932 procédures pénales ont été ouvertes pour des mineurs victimes, pour des faits commis sur Internet, dont, et vous verrez que la proportion est énorme, 3119 ont été victimes de menaces et de harcèlement. Alors, je ne parle pas de cyberharcèlement, mais c'est du cyberharcèlement, parce que la loi ne définit pas strictement le cyberharcèlement, il définit d'abord le harcèlement. Alors, Samuel l'a rappelé tout à l'heure, c'est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc c'est la définition en droit et inscrite dans le code pénal. Et le caractère cyber intervient comme une circonstance aggravante de ces faits. Sous cette forme, ce sont des faits commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. C'est-à-dire qu'on est soit en ligne, soit on a utilisé un moyen numérique pour participer au harcèlement. Donc il y a bien la partie réseaux sociaux, mais il y a la partie également de l'utilisation a posteriori par un enregistrement ou un autre moyen des faits captés sur le net pour ensuite participer au harcèlement. C'est important de le dire, et c'est écrit comme ça dans la loi. Et ça, c'est bien réel. Donc on a quand même un tiers des procédures pénales ouvertes en France qui concernent le cyberharcèlement que je viens de définir. Et on parle de victimes, mais il y a des auteurs. Et en 2020, sur les seules procédures gendarmerie cette fois-ci, on a 1723 mineurs qui ont été mis en cause. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je l'ai dit, c'est que la virtualité reste ancrée dans le réel du droit. C'est qu'il faut imaginer l'espace numérique comme un milieu à part entière. Un milieu à part entière dans lequel, il existe de véritables dangers. Et Samuel l'a rappelé tout à l'heure, on a une violence désinhibée, une violence exacerbée, qui est, on va dire, augmentée par la résonance qu'offre Internet. Et la période est propice à le dire, mais à la viralité, et je pense que tout le monde aujourd'hui a bien compris ce qu'était le caractère viral concrètement dans la vie réelle. Et bien en fait, cette viralité, elle est la même sur Internet. Donc, quand on a vu cette évolution et que l'on voit bien évidemment que les mineurs peuvent être des victimes, ils peuvent également être des auteurs, et ils s'exposent donc, comme tout espace, à une responsabilité, à l'engagement de leur responsabilité. Et ce qui est important, c'est de bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent que même si vous êtes mineur, eh bien vous pouvez engager votre responsabilité. Alors certes, le droit fait que la responsabilité est individuelle et donc pénalement, les parents ne sont pas responsables. Néanmoins, je rappellerai quand même les principes du Code civil, à savoir que les dommages opérés par les enfants
s'applique, en tout cas au civil, sur les parents. Et donc à ce titre, les parents sont redevables des éventuels dommages et intérêts dus à la victime. Donc on voit qu'avant 10 ans, on a des mesures éducatives qui peuvent quand même aller jusqu'au placement dans un établissement d'éducation, ce qui n'est pas neutre. Et on va aller, alors je laisse les gens lire la slide, j'espère qu'elle apparaît, pour bien voir la gradation de la réponse pénale, puisqu'il s'agit bien d'une réponse pénale. Et c'est important parce qu'en fait, cette réponse pénale va venir également condamner l'auteur, qui a une vertu éducative. Alors certes, quand c'est un juge qui la prononce, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dur à accepter, mais ça montre l'ancrage dans le réel des sanctions, mais c'est également reconnaître le caractère de victime à l'enfant qui a été victime. Donc on a ici un panel de sanctions, et vous voyez qu'à partir de 16 ans, on est quand même sur des peines potentiellement de prison. Alors, pour illustrer le propos, on va prendre un cas qui est devenu emblématique, qui est l'affaire de Mila. Alors, l'affaire Mila a été traitée et traitée actuellement par la gendarmerie. Donc, les éléments que je donne ici respectent le secret de l'enquête. Vous pouvez trouver la synthèse de ces éléments dans la presse. Néanmoins, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. L'affaire Mila, elle a déjà 1 an. Elle a commencé le 18 janvier 2020, lorsque Mila, comme toute jeune adolescente aujourd'hui, et on l'a vu dans l'usage des réseaux sociaux, diffuse une story Instagram dans laquelle elle porte un jugement et elle parle de sa sexualité. Et de ces propos, que je ne répéterai pas ici, mais de ces propos émane déjà un premier fait de harcèlement sur son orientation sexuelle et donc elle est victime de discrimination en ligne et de harcèlement. Plusieurs temps après, 1 ou 2 jours après, elle rediffuse une autre story dans laquelle, cette fois-ci, elle va porter un jugement sur une religion. Et ce qui est important, c'est que le droit est instruit à charge et à décharge, mais il y a une plainte qui est déposée contre elle, sur le fait qu'elle aurait provoqué à la haine sur les réseaux, en prônant des propos discriminatoires, en l'occurrence sur l'islam. Et donc, il y a une plainte qui est déposée. Alors, il faut savoir que cette plainte a été classée sans suite et que le droit lui a donné raison sur le caractère de sa libre expression sur les réseaux, et à savoir qu'elle dit donc les propos diffusés, quelle que soit leur tonalité outrageante, avaient pour seul objet d'exprimer une opinion personnelle à l'égard d'une religion sans volonté d'exhorter à la haine ou à la violence. Pour autant, suite à l'ensemble des messages qui ont été mis en cause, alors il me semble que e-enfance a été mis dans la boucle, et ça montre l'importance du dialogue entre les différents partenaires, que ce soit e-enfance ou les autres, en lien avec les forces de l'ordre, pour aller identifier le problème. Et donc, on se retrouve avec un flot d'insultes, alors à caractère lesbophone, misogyne, etc. Et la situation lui échappe. Très rapidement, au bout de quelques jours, la vidéo devient virale. Elle est insultée et on a cet effet de résonance qui devient quasiment national, voire international. Et à partir de là, on a déjà une mise en examen d'un mineur, donc un mineur peut être auteur, pour des faits certes de cyberharcèlement associés à tout un tas d'autres chefs d'inculpation que sont la menace de mort, l'usurpation d'identité d'un tiers, l'envoi réitéré de messages malveillants, ainsi que le vol et le recel de vol de données informatiques. Et donc on a une première condamnation. On a déjà un placement sous contrôle judiciaire de ce mineur. On continue 6 mois après. 6 mois après, Mila est reconnue lors d'un voyage linguistique et fait l'objet de menaces de mort. En l'occurrence, je crois qu'on la menace de la violer. Et son agresseur est condamné, lui, directement à 1 an de prison avec sursis. Majeur, je précise. Alors, l'affaire Mila se poursuit, puisqu'un individu en octobre la reconnaît. Ouverture d'une procédure judiciaire encore pour une menace de mort, avec la condamnation d'un majeur à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Donc je ne vais pas continuer sur l'exemple, simplement pour vous dire que nous apprend l'affaire Mila.
au-delà du fait qu'elle est emblématique en France et qu'elle a mis une lumière crue quand même sur la notion de cyberharcèlement. Parce que on y pensait, c'est un phénomène qu'on a senti. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les chiffres que je viens de donner, en 2020, on a eu une augmentation entre 2019 et 2020 de 30% des faits sur le cyberharcèlement. Mais la Fermila a mis une lumière crue sur jusqu'où on pouvait aller. Parce que là, on est vraiment sur le fait qui sert quasiment d'exemple aujourd'hui pour parler du cyberharcèlement. En espace, on croit faussement que la diffusion d'une vidéo éphémère ou la diffusion d'une vidéo n'aura qu'une répercussion limitée, y compris en temps. C'est-à-dire que la viralité des infos fait parfois que pendant une semaine, on va s'attarder sur un cas, et puis la semaine d'après, on va tomber sur un autre. Il va y avoir un enchaînement, donc la pression va être très vive, va être insoutenable certes, mais va durer peu de temps. Aujourd'hui, un an après, la pression est toujours là. C'est-à-dire qu'on inscrit quand même dans la durée les conséquences d'un premier fait de cyberharcèlement, et que là, il est manifeste, mais que pour une victime, le fait, à l'intérieur, reste présent. Et donc, il faut bien faire comprendre aux adolescents et aux parents qui nous écoutent qu'une bêtise, parce qu'on peut parler de bêtise quand on diffuse et a des conséquences pour toute une période de sa vie d'enfant, au moment où on se construit, mais également pour sa vie d'adulte. Parce que quand on est auteur et qu'on a été condamné à une peine de prison ou à une peine, c'est quand même marqué dans son dossier judiciaire. On a un passé judiciaire. Et ce passé, en fait, il est inscrit dans le réel. On n'a pas de casier virtuel. C'est un casier bien réel. Et donc, il faut bien le comprendre, et c'est pour ça que l'ensemble des conseils qui sont donnés aujourd'hui à cette conférence sont importants. Donc, la gendarmerie, et on va parler du rôle de la gendarmerie. La gendarmerie, elle est au cœur du dispositif de lutte contre les atteintes sur le cyberespace. Elle ne le fait pas seule. Et chacun est bien dans son rôle et c'est important. Alors, je précise aux gens qui nous regardent, c'est que l'ensemble des interlocuteurs qui sont ici, Samuel, Axel, on se voit dans la vie réelle et nos équipes échangent régulièrement. Parce que quand un appel arrive à e-enfance et qu'il y a des répercussions pénales et que les faits sont matérialisés, ou en tout cas semblent l'être, le dossier est confié à la police ou à la gendarmerie, suivant le lieu de résidence. Mais il y avait une véritable continuité. Et la gendarmerie est engagée dans une démarche de prévention. Alors vous avez un exemple à l'écran. Donc c'est le type de prévention sous forme de flyer que l'on donne et où vous pouvez, vous, parents, mais même vos enfants, contacter la brigade numérique en ligne, où vous avez le contact ici. Et enfin, pour la deuxième slide, pour l'illustrer, slide d'après. Vous avez ce genre de production qui a été faite sur les réseaux sociaux par la gendarmerie nationale dans le cadre du confinement, premier confinement, où on donne des conseils aux parents. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble des conseils qui ont été donnés. Simplement, quand vous allez, il faut vous préparer. En fait, il faut préparer vos enfants, il faut vous préparer vous. Donc les conseils ont été donnés. Et il faut savoir réagir. Et n'hésitez pas, vraiment. Alors, parfois, il est difficile de pousser la porte d'une brigade parce qu'on se dit mais est-ce que les faits en valent vraiment la peine? Est-ce que ce ne sont pas finalement que des bêtises d'adolescents entre eux, ce qui se passait hier dans la cour de récréation, finalement on en fait... Non, n'hésitez pas, au moins à prendre conseil. Alors vous pouvez passer par les associations, passer par la brigade numérique, mais dès l'instant où vous craignez des suites à des faits de harcèlement en ligne sur WhatsApp, sur n'importe quelle plateforme, la gendarmerie est à l'écoute et vous donnera des conseils. Parce que derrière la plainte qui va être déposée, il y aura certes un traitement judiciaire, mais il y aura également un accompagnement qui vous sera donné. Et la gendarmerie est là pour faire le lien justement entre cette réalité judiciaire issue du virtuel avec l'accompagnement derrière qu'il va falloir assurer pour votre enfant. Parce que votre enfant, reconnu comme victime, mais même comme auteur, sera traumatisé. Alors il y aura la vertu de la peine ou de la sanction pour l'auteur, mais il faudra le reconstruire, il faudra lui remettre dans le droit chemin, parce qu'en fait la sanction, elle n'est pas là que pour sanctionner, elle est là aussi pour remettre dans le droit chemin celui qui s'est écarté du droit chemin. Mais
pour la victime, il y a tout un travail de reconstruction qu'il est possible de faire avec des psychologues qui vont venir lui expliquer, et pour le reconstruire pour son avenir d'homme. Parce qu'ici, on parle d'enfants, mais ce sont demain ce sont les Français de demain. Ce sont ceux qui vont faire, eh bien, en fait, les Français qui vont agir aussi au profit, qui vont agir ici, dans le monde réel. Et donc à partir de là, je pense que notre rôle également, donc force de l'ordre, c'est d'être ce pont finalement entre cette réalité du droit, cette réalité du vivre ensemble, cette réalité du règlement de l'espace, parce qu'en fait on régule l'espace physique quand on est sur le bord des routes, etc. Et on régule de la même manière l'espace numérique par le droit. Et donc notre rôle aussi, c'est une fois qu'il y a eu sanction, une fois qu'il y a eu action judiciaire, eh bien en fait d'aller guider les gens vers une reconstruction, qu'elle soit celle de la victime principalement, mais également remettre dans le droit chemin celui de l'auteur. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Très Denis, merci beaucoup. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une notion d'une vie réelle et d'une vie virtuelle. En fait, c'est la même vie. On a tendance à parler d'identité numérique, de vie numérique, de leur dire c'est pas dans la vraie vie. Si leur vie numérique, c'est la vraie vie. Il y a des vraies conséquences, on l'a vu ici, et du coup il y a un vrai enjeu en fait finalement pour eux à prendre très tôt, de comprendre les conséquences de leur acte en fait, et que tout ce que l'on fait a des conséquences dans la vie réelle, y compris dans sa vie numérique, et que malheureusement, et c'est là qu'il faut aussi les alerter, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que de ne pas laisser passer une petite chose, que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie virtuelle, un premier commentaire dérangeant, une photo qui pose souci, un partage, on arrête tout de suite, on en parle, et parce que malheureusement après on peut se retrouver avec d'autres formes de contenus, des contenus illicites auxquels les jeunes peuvent aussi être exposés, et Nicoletta va nous en parler. Vous allez encore découvrir peut-être un autre monde que vous ne connaissez pas. L'objectif ce soir, c'est pas de vous effrayer, mais de vous montrer aussi une certaine réalité, et ça nous paraissait important de le faire, donc de vous parler de prévention, mais malheureusement quand les choses sont là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut signaler? C'est à toi, Nicoletta. Merci, Axel. On va commencer par expliquer quelles sont les violences sexuelles contre les mineurs sur Internet. Il s'agit d'abord de contenu, par contenu on entend des images ou des vidéos à caractère sexuel mettant en scène de mineurs. Il peut s'agir, je vais citer quelques exemples, pas agréable, l'acte sexuel commis par un adulte sur un mineur. Il peut s'agir aussi des images des enfants nus ou dans les toilettes, images prises par une caméra cachée, images et vidéos où les enfants sont forcés d'exposer leurs parties intimes ou de se déshabiller ou de se toucher ou de toucher quelqu'un d'autre. Il peut aussi s'agir des activités sexuelles, des images prises, créées et partagées par des enfants dans le cadre des sexting, une selfie ou des rapports sexuels des jeunes couples mineurs, images et vidéos qui étaient créées par des mineurs, qui étaient partagées par des mineurs peut-être ou divulguées sur Internet par une personne tierce. Ensuite, il y a le phénomène de la corruption des mineurs. Si on pourrait rester sur ce slide-là, merci. La corruption des mineurs, ici, c'est l'intention de quelqu'un de pervertir la sexualité du mineur en lui montrant de contenu sexuel. Encore, il peut s'agir des activités sexuelles entre adultes ou des activités sexuelles des mineurs. Son but est de normaliser ces actes, de montrer à un mineur que ça peut être normal afin de réduire ses résistances et d'éveiller ses pulsions sexuelles ou simplement de les choquer. Un autre phénomène, c'est la sollicitation sexuelle des mineurs
s'appelle aussi grooming. Il s'agit de propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique. Dans ces cas, souvent, l'adulte tente d'établir une relation de confiance avec les mineurs en se faisant notamment passer pour un enfant. Et un autre phénomène déjà analysé par Samuel, c'est le chantage sexuel ou sextorsion. L'enfant reçoit des menaces de révéler ses contenus intime pour obtenir, afin que cette personne qui commet les chantages obtienne des faveurs sexuelles, plus de contenu sexuel, de l'argent ou tout autre avantage. Ces formes de violences sexuelles sur mineurs ont été particulièrement signalées en point de contact. On peut passer au slide suivant. En 2020 et surtout pendant les 2 périodes du confinement. Pendant ces 2 périodes, il y avait une hausse de signalements de violences sexuelles à notre hotline. Il s'agit soit de contenus qui étaient produits avant les confinements, mais qui étaient redistribués pendant les confinements et consultés par des personnes en ligne, soit de contenus neufs qui étaient créés pendant les confinements et publiés pendant ces périodes-là. Pour illustrer ces phénomènes, j'aimerais discuter avec vous, voir avec vous quelques exemples concrets de ces signalements anonymisés. Je vais lire le premier signalement. J'étais sur un chat, j'ai parlé avec un homme et j'ai fait une erreur. Je lui ai envoyé une photo de moi nue avec visage. Je suis très inquiète. Il menace de l'envoyer à mes amis sur Instagram si je ne lui verse pas 100 €. Que faire, s'il vous plaît? Ici, il s'agit d'un signalement effectué par la victime de 15 ans. Il s'agit d'un cas de grooming, de sollicitation qui a évolué à un cas de sextorsion. Ensuite, un signalement effectué par les parents de la victime. Une femme a contacté mon fils en la menaçant de pirater les comptes bancaires de ses parents s'il ne lui envoyait pas une vidéo de lui nu. Par peur, mon fils a envoyé la vidéo. Pourriez-vous la supprimer? Ici, il s'agit encore d'un cas de sollicitation et de sextorsion. On voit que souvent, les menaces ne sont pas censées être réalisables ou réelles. La peur que cette menace crée suffit. Et dans la plupart des cas, il s'agit de fausses menaces. Mais les montants, la somme est versée. Encore quelques signalements. Ces comptes indiquent avoir 15 ans et invitent de 13 à 16 ans pour nude, où les comptes signalés cherchent des mineurs pour faveurs sexuelles. Ici, il s'agit d'un cas de corruption, des signalements effectués par des internautes. Il n'y a pas une victime, c'est pas la victime qui nous a signalé ces cas, c'est pas les parents ou l'enseignant, c'était les internautes qui se sont trouvés sur les mêmes réseaux sociaux, sur la même plateforme et qui ont vu un comportement qui avait l'air suspicieux et qui nous a signalé ces comportements-là. Dans tous ces cas présentés, suite aux actions de notre plateforme, les comptes ont été bloqués et les contenus partagés étaient supprimés. Donc, on peut voir maintenant plus en détail qui on est et pourquoi il faut signaler et pourquoi c'est important de signaler, quel cas à signaler à notre plateforme et ensuite, qu'est-ce que Point de Contact peut faire. Donc, si on peut aller sur les slides suivants d'avant, s'il vous plaît. Ici, oui, merci. Alors, Point de Contact est une plateforme de signalement permettant à tout internaute de signaler un contenu choquant ou manifestement illicite qui se trouve sur Internet de manière anonyme et gratuite.
soit victime d'un contenu ou d'un comportement ou témoin de ces contenus, de cette publication, il est important de les signaler à point de contact parce qu'il s'agit d'un acte des citoyens, parce qu'on veut que l'Internet soit un environnement sûr, parce que il faut protéger les enfants. Il ne faut pas oublier qu'une image, une vidéo à caractère sexuel qui met en scène des mineurs, c'est un rappel que cet enfant était victime d'abus sexuels hors ligne. Et chaque fois que cette image est visualisée en ligne, l'enfant est révictimisé. Donc, il faut signaler. Point de contact est compétent de 8 catégories de contenus illicites sur Internet, dont les violences sexuelles sur mineurs ou la propagande terroriste et les discours de haine. Il est simple de signaler. Point de contact offre 3 moyens de signalement. Il suffit d'aller sur notre site pointdecontact.net et cliquer signaler où l'internaute trouve notre formulaire de signalement. Sinon, il y a le module complémentaire qui peut être téléchargé et installé sur tous les navigateurs connus ou bien l'application de signalement. Mais la question, c'est quoi signaler? Les contenus, et on peut passer au slide suivant, les contenus doivent avoir une URL. Cette URL doit être accessible en ligne et accessible à tous. Ces signalements est anonyme, on ne demande pas de coordonnées du signalant. Donc, Point de contact reçoit ces signalements et l'analyste qui traite ces signalements, tout d'abord sur Internet et constater ces contenus, voir si le contenu est accessible en ligne. Si c'est le cas, il procède à une analyse technique qui est la géolocalisation de ce contenu, où ce contenu est hébergé, dans quel pays, par quel prestataire. Ensuite, il procède à une analyse juridique. Il voit si le contenu signalé est illicite au regard de la loi française. Si le contenu est illicite, on passe à la 3e colonne de ce schéma. Si le contenu est illicite, Point de contact transmet ces signalements aux autorités compétentes, à la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur et notifie l'hébergeur français pour que le contenu soit retiré de l'Internet. Si le contenu a un caractère sexuel mettant en scène de mineurs, est hébergé à l'étranger, Point de contact le transfère à ces hotlines partenaires du réseau InHope. Point de contact est membre de ces réseaux internationaux de points de signalement. Donc, ce contenu est transféré à la hotline qui est territorialement compétente afin qu'elle mette en place les mêmes processus, la même procédure de retrait de contenu. À la fin de ces processus, Point de contact informe les signalants qui a communiqué son adresse email. Alors, le signalement peut être effectué de manière totalement anonyme. Pourtant, si un signalant veut recevoir un retour des actions entreprises par Point de contact, il peut laisser son adresse email et Point de contact l'informe. C'est aussi utile pour nous d'avoir cette donnée parce qu'au cas d'un signalement imprécis, on peut demander un complément d'information pour qu'on puisse vraiment aider cette personne. Mais à aucun cas, Point de contact ne transfère pas ces éléments, ces données personnelles, ni aux autorités, ni aux hébergeurs. On pourrait passer au slide suivant. Tout ça
on a essayé de simplifier ces processus et donc on a préparé, on a développé des fiches pratiques pour les internautes en essayant d'expliquer, de simplifier ces phénomènes juridiques, la sextorsion, le grooming, le contenu d'abus sexuels sur mineurs. Est-ce que c'est illicite en France? Et si oui, est-ce que je suis victime? Est-ce que je suis auteur de ces phénomènes? Donc, on donne des conseils ou des instructions vraiment pratiques aux internautes afin qu'ils puissent s'identifier comme auteurs, victimes, témoins et de les aider à signaler à point de contact, à signaler aux autorités compétentes ou à signaler sur les plateformes parce que souvent, c'est très important que la plateforme soit informée directement et immédiatement pour que les comportements problématiques soient arrêtés. Et ces fiches pratiques qui seront disponibles sur notre site durant le mois de février donnent des conseils pratiques de prévention et de protection, tous les bons réflexes que vous avez mentionnés. Je ne vais pas bien sûr les répéter. Pour moi, ce que je dois dire aux internautes afin de les aider, c'est le seul bon réflexe, c'est de signaler, parce que avec cet acte, on rassure que l'Internet soit vraiment un environnement sûr et protégé pour les enfants. Je voudrais vraiment encourager les internautes de signaler les témoins, les victimes, les parents, les enseignants. Nous accueillons et traitons ces signalements sans aucun jugement et avec respect, même si un enfant a créé ses contenus, a partagé ses contenus, est victime de ses propres actes, il est important qu'il sache qu'il peut être protégé et que les contenus soient supprimés. Et j'aimerais alors finir par une notion plus connu en anglais, mais en français, si je pourrais utiliser les mots automobilisation des enfants, il est crucial que les enfants se sentent responsables sur Internet, qu'ils puissent passer de l'état de victime à l'état de l'acteur. Savoir simplement comment agir pour se protéger sur Internet. Merci Nicoletta. Avant de conclure, on va voir s'il y a quelques questions, peut-être. J'attends un retour pour voir s'il y aurait éventuellement des questions. Je pense que vous en avez posé plein. Je sais que vous êtes très nombreux ce soir. J'attends de voir sur mes écrans. Voilà, j'attends de voir sur mes écrans s'il y a des questions qui s'affichent. En tout cas, en attendant, voilà, notre objectif était ce soir de vous informer, mais de vous alerter aussi, vous l'avez compris, parce qu'on a des éléments, voilà, vous avez vu cette année, il y a plusieurs chiffres qui ont été exposés. Vous l'avez fait, voilà, Samuel, Nicoletta, qui montrent qu'il y a une hausse assez spectaculaire des signalements, des faits concrets. La gendarmerie l'a évoqué aussi pour... voilà, montrer que les jeunes ont été davantage exposés à des problèmes sur ces réseaux. Donc il y a urgence à sensibiliser. C'est ce qu'on essaye de faire, Internet sans crainte, AXA, à travers nos outils. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pendant tout ce mois du Safer Internet Day pour sensibiliser, mais qu'il y a aussi des services à connaître comme Net Écoute, comme Point de Contact, la gendarmerie aussi qui est présente au coin de votre rue, j'ai presque envie de dire, et qu'il faut pas, voilà, il faut oser poser cette porte-là aussi. Donc on avait vraiment envie de vous faire connaître ces outils, ces services pour vous accompagner au quotidien, vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que vous avez le droit de vous saisir de ce sujet, que c'est un vrai sujet d'éducation et que même si vous ne connaissez pas les outils, si vous ne connaissez pas les réseaux, les règles d'usage de ces réseaux sociaux, ce sont des règles de respect de l'autre, de l'apprentissage du vivre ensemble, essentiellement. Alors, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les traiter. Il y a quelques questions autour du
permis Internet, est-ce qu'une personne qui n'est pas en France peut y accéder? Est-ce qu'un parent peut avoir un permis Internet? Catherine? Alors en fait, le plus simple, c'est de vous rendre sur le site du permisinternet.fr et là, on demande en effet si le demandeur est un enseignant ou un parent et du coup, vous rentrez en contact pour pouvoir demander les éléments dont vous avez besoin pour la personne qui demande si elle peut avoir un kit Internet. Donc oui, tout est en ligne et sinon, il y a une boîte de contact. Et pour le permis Internet en Belgique, nous avons en effet dû exporter le permis Internet à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de demandes pour pouvoir commencer à former les plus jeunes. Donc c'est pareil, rendez-vous sur le site et faites-en la demande, c'est possible. Alors il y avait une question aussi pour savoir s'il existe des outils hors ligne pour accompagner nos enfants. Heureusement, effectivement, il ne faut pas forcément être connecté. Alors nous, on représente pas mal de services numériques, mais nous, par exemple, à Internet sans crainte, on propose aussi des guides. On a plein d'outils, il suffit de nous les demander, on peut les envoyer. Ils sont distribués dans les écoles pendant tout le long du mois, avec l'idée qu'ils vous soient transmis. Et tous autour de la table proposent aussi présenter différents documents qui sont transmis aussi sous d'autres formats. On a des questions et vous avez été aussi nombreux à répondre aux questionnaires qu'on vous avait partagés. Et c'est vrai que vous aviez beaucoup de questions sur le paramétrage, sur le contrôle parental. Donc j'espère que ce soir, on a apporté des réponses à certaines de vos questions. Les paramétrages, l'important, allez voir avec vos enfants les paramétrages de vos réseaux sociaux. Ça peut être une vraie bonne raison, une première raison de s'intéresser à leur réseau. Vous pouvez leur dire: tiens, tu as envie d'être sur ce réseau social, d'accord, mais allons voir ensemble. J'ai appris, je suis allée à une conférence, j'ai vu qu'on pouvait protéger peut-être tes données. Alors il y a protéger ces données par rapport à ce qu'on expose aux autres, mais il y a aussi les données qu'on laisse à ce réseau social. Parce que vous savez le dicton, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Donc c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Nos données sont utilisées pour pouvoir justement nous pousser des contenus commerciaux notamment. Donc ça, c'est un paramétrage que vous pouvez faire. Et ça, c'est vraiment à votre portée. C'est tout à fait accessible. Les contrôles parentaux, il y en a beaucoup de gratuits. Rapprochez-vous de tout simplement vos fournisseurs d'accès Internet. La plupart des contrôles parentaux qui vous sont proposés sont efficaces. Sachez surtout qu'ils existent sur toutes les plateformes. Vos enfants vous diront peut-être que ça n'existe pas sur les plateformes de jeux vidéo ou sur leur téléphone portable. C'est faux, il y a du contrôle parental possible partout. Et si je peux juste compléter sur le contrôle parental, c'est un très bon outil, mais ce n'est qu'un outil pour amorcer le dialogue. Essayez de mettre le contrôle parental. Alors déjà, pour bien le faire, ça prend du temps, parce qu'il faut pouvoir bien cibler les besoins et l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux et d'Internet et des jeux vidéo de ses enfants. Et après, ça passe vraiment par l'instauration du dialogue pour que la règle soit comprise, acceptée et que ça puisse aider à une meilleure maîtrise des outils. Et s'appliquer les règles, on va dire, informatiques de base, c'est-à-dire changer vos mots de passe. Également de parents, notamment sur les box, où les comptes par défaut sont généralement pas enlevés parce qu'on n'en voit pas l'utilité. Autant les enfants, on va dire en primaire, n'arrivent pas trop à aller farfouiller dans les paramètres, autant l'ado commence déjà à bien se débrouiller, voire mieux que ses parents, et réussit parfois assez facilement à enlever les limites. Et voilà, donc l'hygiène numérique des parents, il faut la respecter également. Donc vos mots de passe, ne les montrez pas à vos enfants, ne les donnez pas et vérifiez bien tout ça. Alors on a des questions autour des écrans, puisqu'effectivement il y a la question du temps d'écran, de la gestion de ces écrans. C'est vrai que la période n'est pas évidente pour détourner nos enfants, mais j'ai envie de dire peut-être nous-mêmes aussi des écrans, parce que quand on est chez soi, les activités se réduisent. Alors au-delà de l'idée de les détourner, la bonne idée peut être aussi de les partager, ces écrans, parce que ça peut être déjà un bon moyen d'échanger avec ses enfants quand on partage des activités numériques ensemble. Peut-être partager aussi ses découvertes d'Internet, intéressez-vous aussi à ce que vos enfants font, leurs influenceurs préférés, leurs youtubeurs préférés, et puis vous montrez-leur aussi ce qui les intéresse. Donc on vous invite aussi au partage, parce que c'est un bon moyen d'amorcer le dialogue. On parle du dialogue, des fois les parents nous disent « bah oui, mais concrètement, comment on en parle, ils n'ont pas envie d'en parler », déjà partager peut être un bon moyen de parler. Et puis on oppose souvent les jeux de société classiques aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, ça peut être aussi une activité familiale, ça permet de s'intéresser aux loisirs de ses enfants. Accessoirement, il y en a quand même des biens également. Et c'est du temps en famille, c'est un temps d'écran qui est différent de celui qu'on peut passer de manière isolée et complètement focalisée sur un réseau social. Et il y en a plein. Alors après, on a des questions sur les réseaux sociaux. Alors en fait, on a vos questions, nous, qui s'affichent sur un écran.
Alors, je pense avoir j'espère avoir répondu à cette question, mais je veux bien y répondre de nouveau. Les images postées sur Snapchat et Instagram sont-elles vraiment éphémères? Donc non, en fait, aucune image est éphémère. À partir du moment où elle est postée, elle échappe à votre enfant. On ne sait jamais ce qu'elle peut devenir. Et sur Snapchat, il suffit de faire ce qu'on appelle un screen, une copie d'écran, et elle est conservée. Même si votre enfant est informé, parce que Snapchat informe quand il y a un screen, voilà, l'image, et on a vu malheureusement qu'elle peut être détournée. Alors, on me défile des questions parfois très très vite, alors je n'ai pas le temps de les lire. Je veux bien qu'on remonte en arrière. Oui. Effectivement, on me rappelle l'heure. Je regarde quelques... Alors, on va regarder si sur des thématiques de cyberharcèlement, s'il y a des questions éventuellement auxquelles on n'aurait pas répondu. Oui, on va regarder une dernière question. On les balaye ensemble avec mes camarades pour voir s'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé avec vous. Comment parler Il y a une question que je trouve intéressante, peut-être aborder que faire si notre enfant est harceleur et comment parler aussi du harcèlement finalement avec ses enfants, comment aborder le sujet. Alors si votre enfant est harceleur, déjà la première question à se poser c'est qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de lui qui l'est poussé à agir de la sorte. Et je pense qu'il faut avant tout voir le harceleur comme étant un enfant, un adolescent qui a une problématique interne à résoudre. Souvent, quand on interroge un harceleur, on se rend compte qu'il y a quelque chose chez l'autre qui pose problème, qui fait défaut, en tout cas, il y a une différence qui vient interroger le harceleur et qu'il n'arrive pas à résoudre. L'idéal serait qu'un adolescent qui ne va pas bien ou un enfant qui ne va pas bien se tourne vers un professionnel de l'écoute et réussisse à trouver une façon d'apaiser sa douleur, sa peine, son inquiétude. Malheureusement, parfois, certains jeunes vont utiliser un autre moyen. Le harcèlement peut être un de ces moyens et va, je dirais, déléguer à sa victime la capacité de lui soulager sa douleur. On a l'impression qu'en allant faire du mal à l'autre, on va avoir l'impression que du coup notre propre mal va s'apaiser et va s'alléger. Évidemment, c'est complètement illusoire parce que c'est pas parce qu'on va faire du mal à l'autre que du coup on va aller mieux. Bien au contraire, ça va même renforcer notre difficulté. Et donc voilà, la première chose que je ferais, c'est d'essayer de donner du sens au comportement, de ne pas aller spontanément, même si je comprends que ça puisse être le réflexe de ne pas blâmer l'enfant, hein, même si évidemment il a pu faire du mal, mais il n'y a pas forcément l'intention de nuire au premier abord. C'est, je crois, avant tout la révélation de quelque chose qui ne va pas bien intérieurement et il faut lui donner du sens. L'idée étant que si l'enfant ne va pas bien, il faut le soulager de sa peine pour qu'il ne récidive pas, qu'il puisse se comporter en un adolescent puis en un adulte, je dirais, responsable, citoyen et qui respecte les autres. Donc voilà, la première chose à faire, je dirais que c'est celle-là. Et comment en parler, peut-être de ne pas aller frontalement directement voir le jeune et le mettre au banc des accusés, mais vraiment essayer de comprendre la démarche qui l'a conduite à se comporter de la sorte, et puis lui montrer que on va agir main dans la main avec lui, que l'idée c'est de pouvoir le sortir de cette situation, et puis après viendra peut-être le temps des sanctions, évidemment, parce qu'il faut aussi poser à un moment un acte, mais je dirais que peut-être c'est dans un second temps qu'on doit la poser, cette sanction, et la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui l'a amené à ça et comment lui éviter tout simplement de s'enquister dans un comportement dont il n'arrivera pas à se sortir. Merci Samuel. L'heure tourne, il est déjà tard. Il y a pas mal de questions. Vous inquiétez pas, on va récupérer toutes vos questions et on va les regarder, on va les traiter et on vous proposera sur notre site internet Sans Crainte d'y répondre dans les semaines à venir. On vous proposera aussi un document qui fera une synthèse de ce qui vous a été présenté ce soir et des services pour que vous puissiez tous les retrouver. Et on vous remercie en tout cas, et je remercie tous mes invités d'avoir répondu présents à cette conférence de lancement du CFR Internet Day proposée par Internet Sans Crainte. On voulait vraiment vous alerter ce soir, vous informer, vous montrer qu'il y a aussi des solutions, qu'on est là à vos côtés tout au long de l'année, pas seulement pendant le mois du CFR Internet Day.
Cette conférence a été enregistrée, donc il sera possible de la retrouver sur Internet. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.